BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour aux alentours de 16h30, c'est le club BFM Crypto. On essaie de vous apporter un maximum d'éclairage et surtout d'expertise sur cette matière encore glissante, bien sûr, et qu'on essaie tous de découvrir à l'unisson de sa montée en puissance. Pour nous accompagner aujourd'hui, Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, nouveau média crypto. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. Rémi Bourgeot nous accompagne aussi à distance cet après-midi. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Merci de nous accompagner, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Vous allez nous dire si les stablecoins euros qui voient le jour pourraient un beau jour poser un problème à la Banque Centrale Européenne. Rien que ça, vous nous expliquerez tout dans une petite dizaine de minutes. Et puis Rodolphe Stéphane aussi nous accompagne. Bonjour Rodolphe. Bonjour Guillaume, bonjour Grégory, bonjour Rémi, bonjour à tous. Salut Rodolphe, ravi de vous retrouver, analyste pour Interactive Trading. Rodolphe, le climat général sur les cryptos, on est repassé tout à l'heure sous les 20 000 pour le Bitcoin. Bon, on pensait s'en être débarrassé en repassant au-dessus il y a quelques jours et puis finalement on repasse à nouveau en dessous aujourd'hui. Comment est-ce que vous sentez le climat actuel, Rodolphe ? Bon, on va déjà faire un petit point global sur justement le climat de ces crypto-monnaies. C'est un peu la cerise sur le gâteau au sens où ces crypto-monnaies ont vraiment une descente aux enchères tout au long de ce premier semestre 2022. Je vous le rappelle, il se termine ce soir. Ça fait plusieurs semaines au final qu'on tourne un peu en rond avec des rebonds de 10-15% qui sont automatiquement vendus. Il y avait un véritable flux baissier sur ces crypto-monnaies qui est en place. Et donc les investisseurs, ils vont un peu tout jeter par la fenêtre, quelles que soient les crypto-monnaies. Donc en fait, ces crypto-monnaies n'arrivent pas à s'extraire de ce climat dégradé. Et c'est un climat dégradé, vous l'avez vu, qui touche l'ensemble des actifs risqués. Et donc après ce semestre désastreux, avec une baisse de l'ordre, on va dire de 70-80% de l'ensemble des cryptos, on trouve aujourd'hui un catalyseur qui parvient pour l'instant à inverser cette tendance et à provoquer, c'est vraiment ce qui manque, un véritable changement de psychologie chez les investisseurs qui les ferait revenir sur cette classe d'actifs. Du coup, alors vous connaissez l'adage, je ne sais pas si vous aviez vu le film La Haine, Rodolphe, le plus dur n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Comment est-ce qu'on voyait la suite ? Quels sont les seuils, les niveaux techniques à partir desquels on pourra espérer un éventuel rebond et un peu plus de soleil pour la suite sur les cryptos ? Alors justement, pour l'instant, la tendance journalière s'éternise à la baisse, avec une nouvelle rupture un peu, grosso modo, passagère des 20 000 sur le Bitcoin et pourquoi pas des $1000 sur l'Ethereum qui pourrait provoquer un nouveau test des 17 000, 17 500 sur le Bitcoin et 700 ou $800 sur l'Ethereum. Mais pour ma part, en tant que trader, et au vu des énormes niveaux mensuels atteints aujourd'hui, je vois pour ma part plutôt, j'ai envie de m'intéresser aux niveaux au-dessus desquels, c'est-à-dire les niveaux horizontaux au-dessus desquels une période d'accalmie se manifesterait et voire même une période de reprise qui pourrait s'organiser. Donc sur le Bitcoin, j'ai noté pour une première éclaircie 22 000, mais il faudrait vraiment qu'il se réinstalle au-dessus des 27 000 pour passer de manière vraiment positive sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est 1450 pour une éclaircie, alors qu'il faudrait vraiment se réinstaller à nouveau au-dessus des 1750 pour éventuellement inverser la tendance journalière baissière qui est aujourd'hui toujours soutenue avec les moyennes mobiles à 20 jours et à 50 jours qui viennent toujours caper à la baisse. Et enfin, je vais quand même vous parler de la capitalisation totale qui est donc repassée sous le $1 milliard il y a quelques semaines. Et il faudrait que celle-ci, vraiment, elle se réinstalle autour des 1,2 milliard pour voir vraiment une éclaircie durable sur l'ensemble du marché de crypto-monnaies. Voilà. Walou. Rodolphe Stéphane nous accompagne chaque jeudi régulièrement à nos côtés sur BFM Business, analyste pour Interactive Trading. Walou, merci beaucoup. Merci Rodolphe, de nous avoir accompagnés et à très bientôt. Alors Walou, la suite elle va aussi dépendre de l'évolution de la réglementation. On imagine que ça pourrait avoir aussi un impact sur le potentiel de ces cryptos. Grégory, la réglementation européenne d'ailleurs est en train de prendre forme. Le trilogue a arraché hier un accord politique à Bruxelles sur de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment. Certaines de ces mesures concernent le marché des cryptos. Oui, alors concrètement, en fait, tous les flux en provenance ou en direction des PSAN, donc c'est-à-dire en gros les plateformes d'échange régulées, et en tout cas en Europe, seront tracés et dès le premier euro. C'est-à-dire que si par exemple j'achète 1 euro de Bitcoin chez CoinHouse, ces données seront collectées, stockées et éventuellement utilisées si un jour il y a une enquête contre moi, ce que je ne souhaite pas. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est plus strict que dans la finance traditionnelle. Dans la finance traditionnelle, les données sont stockées à partir de 1 000 euros. Là, c'est à partir du premier euro. Alors, ce qui a été retenu, c'est qu'en matière de crypto,
on peut faire de multiples transactions extrêmement faibles et ça veut dire qu'on pourrait passer sous les radars. Donc c'est pour ça que voilà, il n'y a pas eu de seuil, c'est à partir du 1er euro, à partir même du premier centime d'euro. Ce qui est beaucoup plus strict que dans la finance traditionnelle où la surveillance, vous le disiez, ne s'exerce qu'à partir de 1000 euros. Oui. Là, ce sera dès le premier centime d'euro. Tous les flux entre PSAN européens seront tracés. Qu'en est-il, Grégory, des fameux unhosted wallets, les portefeuilles contrôlés uniquement par leurs utilisateurs, type Ledger par exemple? Comment la lutte contre le blanchiment va-t-elle aussi impacter ces unhosted wallets? Alors là, c'était un sujet qui faisait beaucoup polémique ces derniers mois. Il y avait beaucoup de discussions avec ça. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que si, par exemple, je reprends l'exemple de CoinHouse, si vous voulez envoyer 1000 euros de Bitcoin que vous avez sur CoinHouse vers votre clé Ledger ou alors votre wallet MetaMask, il faudra prouver que vous êtes bien propriétaire de ce wallet-là. Par contre, voilà, si vous faites une transaction inférieur à 1000 euros, vous n'aurez pas à faire ce genre de vérification. Donc disons, il y a quand même on va dire une relative victoire des pro-crypto parce qu'on devait appliquer voilà ce KYC, donc c'est cette vérification de portefeuille à partir du 1er euro avant. Donc voilà, là c'est à partir de 1000 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, par contre, ça reste encore à faire techniquement. On ne sait pas exactement comment on pourra prouver qu'on est bien le propriétaire de sa clé Ledger ou de son wallet MetaMask. Ça sera l'objet de discussion. Et il y a encore 18 mois devant nous pour trouver des applications techniques à cet accord politique. Ouais. La mise en pratique derrière, comment trouver la bonne tuyauterie pour faire entrer en pratique cet accord technique et politique. Sur MiCA, sur la future réglementation de l'écosystème crypto au sens plus large, on en est où là des discussions? Alors on attend un accord ce soir aussi. La France s'était engagée sous sa présidence de l'Union européenne, qui s'achève ce soir, à arracher un accord donc sur MiCA. Donc MiCA, c'est la future réglementation du secteur crypto en Europe. Ces derniers jours, ça traînait un peu. Il y a des points de blocage importants, notamment sur les NFT, sur les stablecoins, mais on pourrait quand même avoir un accord et qui pourrait entraîner la création de PSAN européens, donc c'est-à-dire d'un statut pour enregistrer les plateformes d'échange européennes. Donc ça c'est le très très gros morceau. Mais bon voilà, ça va continuer à discuter et si jamais il n'y avait pas d'accord, tout simplement ça passerait sous supervision de la présidence tchèque qui prend le relais demain. Oui, et bon, la présidence française de l'Union européenne est plutôt crypto-friendly, avec des limites bien sûr, mais plutôt crypto-friendly. La présidence tchèque, on imagine que ce serait le cas aussi. La présidence tchèque, pour tout vous dire, on sait pas vraiment, mais en tout cas la France avait quand même montré des velléités plutôt pro-crypto, avec bien sûr plein de mesures. La députée européenne, l'eurodéputée européenne Aurore Lalucq, qui appelle à... Alors, c'est ce qu'elle a publié sur Twitter il y a quelques heures. Elle appelle à ne pas se laisser intoxiquer par le lexique du lobby crypto. Elle dit qu'il n'y a pas d'écosystème crypto, mais qu'il y a juste un marché crypto, mais pas d'écosystème. Il faut, dit-elle, utiliser le mot marché. Bon, voilà, elle vous retire le statut d'écosystème. En France, en tout cas, l'État, lui, croit à l'écosystème, manifestement, et il s'engage même au sens plus large auprès du Web3. C'est BPI France qui a créé un fonds dédié au Web3. Vous avez interviewé d'ailleurs pour The Big Whale, Grégory, le patron des fonds de BPI France, il s'appelle Benjamin Paterno. Est-ce qu'il est vraiment confiant dans l'avenir de ce secteur malgré les bourrasques du moment? Ah bah oui, il est très confiant et d'ailleurs, comme tout bon financier averti, il sait que c'est dans les périodes de crise ou post-crise que les meilleures opportunités se présentent. Donc voilà, tout ce qu'il nous a dit dans l'interview de ce matin, c'est que voilà, il faut surtout pas perdre confiance et que c'est maintenant en fait qu'il faut y aller. Et d'ailleurs, BPI France est rentré dans le fonds de Ledger et KT, donc qui a été présenté au début du mois. Donc il y a de l'argent public en fait qui arrive dans le Web3. Et BPI France devrait avoir investi dans plusieurs fonds d'ici la fin de l'année, 7-8 fonds, c'est ça? Ouais, 7 à 8 fonds. Hein. Ouais. Ça veut dire que l'État français va détenir des tokens? Alors on pourrait le penser, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, BPI France passe par d'autres fonds qui eux-mêmes vont investir dans des boîtes crypto. Donc c'est-à-dire que c'est ces fonds qui vont gérer la détention des cryptos. Donc voilà, BPI France va pas en détenir, mais en tout cas, dans ce qu'il nous a dit dans l'interview qu'on a menée avec Raphaël Bloch, c'est que les tokens, ils sont au cœur de l'écosystème Web3 et il ne faut plus penser simplement equity. Ouais. Et du coup, pour vraiment essayer d'illustrer les choses, présenter cet écosystème ou ce marché, dirait Aurore Lalucq à ceux qui nous suivent et nous regardent sur BFM Business, quels sont les fonds Web3 en France ?
C'est simple, il y en a qu'un. Il y en a qu'un de fonds spécialisés qui a été lancé en début de mois, donc par Ledger et KT. Il y a d'autres fonds qui investissent dans le Web3. On peut parler de Alven, Xange ou True Global Ventures, mais ce ne sont pas des fonds spécialisés Web3. Le Web3 est une de leurs thématiques d'investissement. Et ces fonds sont en mesure de rivaliser avec les fonds Web3 américains, en l'occurrence? Vous connaissez la chanson, en Europe, on est quand même bien moins armé. Le fonds Ledger KT, c'est 100 millions d'euros. Et le fonds d'Andreessen Horowitz, qui est le plus gros de la crypto, qui a été présenté il y a à peu près un mois, c'est 4,5 milliards de dollars. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes strates. Mais bon, voilà, il y a un problème de financement, mais c'est pas simplement dans le Web3. La tech en général, et puis en Europe, est beaucoup moins pourvue. Interview de Benjamin Paterno, donc le patron des fonds de BPI France dans The Big Whale, l'édition de cette semaine. The Big Whale et la newsletter, on est jeudi, c'est aujourd'hui, ce soir. Et c'est sorti ce matin. C'est sorti, je suis toujours en retard. Vous l'avez pas lu, Guillaume? Mais je crois que vous ne m'avez pas abonné. On va en discuter tout à l'heure. C'est pour continuer de parler de souveraineté qu'on va aborder aussi la question de ce stablecoin euro que propose l'américain Circle. Rémi Bourgeot avec nous, donc pour l'Iris à distance. Rebonjour Rémi, on parlait à l'instant des fonds Web3, de l'engagement de la France, mais de ces fonds Web3 européens et français pas du tout à la hauteur des fonds Web3 américains. On voit dans l'univers des stablecoins aussi une souveraineté mondiale américaine se mettre en place, même sur les stablecoins euros. C'est Circle, la société américaine Circle, qui a annoncé le lancement de son propre stablecoin euro. Est-ce que ce stablecoin euro américain constitue un défi, une offense au projet souverain d'euro numérique, par exemple, d'euro digital de la Banque Centrale Européenne? Rémi. Alors ça inquiète effectivement sur le plan de la souveraineté, de la présence des acteurs européens sur ce marché, en particulier évidemment sur la question des stablecoins en euros. Donc il en existe déjà un qui, avec Tether, est basé à Hong Kong. Alors il faut voir quand même que par rapport à toute la discussion sur la monnaie numérique de banque centrale, on a quelque chose là qui est quand même de nature très différente. Alors ensuite, les entreprises en question, en particulier Circle, jouent quand même clairement sur les mots. Ils parlent de stablecoin adossés à 100% sur des réserves en euros. Bon, ce qu'ils appellent réserves, c'est des actifs en euros, en particulier des dépôts bancaires, et là auprès d'une banque californienne, la Silvergate Bank. Donc on est quand même très loin de ce que serait une monnaie digitale publique, officielle, émise par une banque centrale, qui serait là carrément de la monnaie banque centrale au même titre que l'argent liquide, et encore plus de la monnaie quelque part officielle que les dépôts auprès de banques commerciales, qui sont quand même, il faut le rappeler, une créance sur ces banques commerciales et pas directement sur les banques centrales. Et quelque part, la limite est un peu floue au final entre les différentes définitions des catégories de monnaie, ces questions de conventions. Donc là, clairement, on a quelque chose qui est de nature très différente par rapport au CBDC, aux monnaies digitales de banque centrale. Mais l'inquiétude, c'est justement sur le plan des stablecoins que les Européens restent en retard. On a beaucoup d'interrogations sur les réglementations qui sont mises en place. Donc, une large partie de cette réglementation vise à empêcher des pyramides de Ponzi, des stablecoins qui ne soient adossés à rien. Bon, comme on en a vu, on a un large nettoyage du marché. Mais l'inquiétude, c'est quand même, comme les limites entre les différentes définitions monétaires sont quand même poreuses, c'est que on se retrouve avec des Européens qui utilisent ces stablecoins euros sans avoir véritablement d'alternative européenne. Oui, c'est ça. On rappelle, Circle est une société américaine et donc est en train de lancer son stablecoin euro qui sera géré par les Américains. C'est une forme de souveraineté américaine sur un produit euro avec en plus des réserves d'euros véritables en face. Est-ce que ça pourrait du coup, ne serait-ce que pour le signal, pousser, motiver la Banque Centrale Européenne à aller quand même accélérer son projet d'euro digital? Est-ce que les choses sont parties pour traîner ou au contraire pour accélérer, d'après vous, Rémi? Alors, on a vu en général un grand recul ces derniers mois, cette dernière année des grandes banques centrales
sur leur projet de monnaie digitale. C'est le cas notamment de la BCE, encore plus de la Fed aux États-Unis. Alors pour autant, c'est vrai que c'est vraiment les cryptos qui constituent la principale motivation des banques centrales pour émettre leur propre monnaie numérique. On avait vu vraiment ces grandes banques centrales, la BCE notamment, piquées au vif par les projets de Facebook à l'époque, qui ont été rangés depuis. Mais bon, il s'agit vraiment de défendre la souveraineté monétaire, les marges de manœuvre des banques centrales, leur contrôle sur la politique monétaire. Et c'est aussi dans ce sens-là que les banques centrales sont de passer vraiment à l'assaut avec des critiques très vives des cryptos ces dernières semaines avec le crack des cryptos. Donc c'est vraiment quand même, il faut le reconnaître, la motivation principale derrière les projets des banques centrales. Du coup, la crise des cryptos actuelle aussi les amène à reculer. Ça fait que l'urgence est beaucoup moins ressentie dans ces banques centrales. Oui, on se dit qu'il y a un tamis naturel qui est en train de se faire et que le marché est en train de séparer lui-même le bon grain de livret aussi dans cet écosystème. Mika, il n'empêche, avance. Grégory Raymond est avec nous toujours pour The Big Whale à nos côtés en plateau. Il nous le disait, ce soir peut-être un accord en vue ou pas, mais en tout cas ce soir sans doute, peut-être, on l'espère, avant la fin de la présidence française de l'Union européenne pour une réglementation européenne des cryptos. Et dans cette réglementation, Mika, il y aura très probablement un encadrement des stablecoins. Pourquoi vouloir réguler les stablecoins? Est-ce que les autorités européennes craignent leur impact également pour le monde bancaire en termes de désintermédiation aussi? Est-ce que c'est par le truchement de cette concurrence vis-à-vis des banques que les stablecoins pourraient faire, du point de vue des autorités réglementaires européennes, le plus de mal au monde traditionnel? Oui, je pense qu'il y a vraiment cet aspect de chaînon entre la finance traditionnelle et le monde crypto qui alarme les banques centrales et qui quand même évoque le potentiel futur d'un poids systémique des cryptos, des stablecoins. On a vu quand même ces dernières années les institutions financières traditionnelles s'exposer de plus en plus, enfin surtout leur nombre croître, mais avec une exposition qui reste très limitée. Alors en ce qui concerne les nouvelles réglementations, et MiCA en particulier, il y a un travail important qui concerne tous les abus, les sortes de pyramides de Ponzi qui se sont constituées, les stablecoins sans sous-jacent. Donc là, une grande partie du ménage est fait effectivement par les forces de marché, si on peut dire, par la crise actuelle. Et on voit quand même qu'une partie de ces réglementations cible ces abus quand même très clairs. Alors, pour autant, on voit encore que vraiment cette réglementation est aussi quand même focalisée sur les projets de Facebook qui n'existent plus vraiment, mais avec cette crainte d'une perte de souveraineté. Alors aujourd'hui, les stablecoins sont quand même des produits assez limités dans leur taille, dans leur ampleur. Mais ce que les régulateurs ont à l'esprit, c'est des stablecoins qui viendraient vraiment concurrencer les monnaies officielles et le modèle bancaire, avec cette construction entre les banques centrales et les banques étant à l'origine de la plus grande partie d'émissions monétaires. Oui, sachant que si la Banque Centrale Européenne crée son propre euro digital, c'est elle qui disruptera les banques, en l'occurrence Grégory. Donc... C'est ça. Et d'ailleurs, on a eu des informations la semaine dernière dans The Big Whale, comme quoi le lobby bancaire français était vent debout contre le projet d'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Parce que si la Banque Centrale Européenne, en fait, agit directement sur les citoyens, sur les consommateurs et court-circuite les banques commerciales, effectivement, elles peuvent perdre énormément d'influence et d'intérêt. The Big Whale, nouveau média crypto, à nos côtés sur BFM Business. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, donc, et la newsletter parue ce matin, comme chaque jeudi matin. Vous en avez deux, c'est ça? Oui, une gratuite le mercredi matin et une premium payante le jeudi matin. C'est la payante que je ne reçois pas, alors du coup. Rémi Bourgeot aussi nous accompagnait. Merci Rémi.
directeur de la recherche, chercheur associé, et bientôt directeur de la recherche, je l'espère pour vous, Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Merci de nous avoir accompagnés. Et un grand merci aussi à Rodolphe Stéphane qui nous accompagnait pour Interactive Trading. C'est le club BFM Crypto chaque jour à l'heure du goûter aux alentours de 16h30 et sur BFM Business.